Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Pieds dans la Lune, épisode 4. Marjane Sastrapi est décédée le 4 juin de Sagrin. C'est à la fois tragiquement triste et sublime, elle nous manque déjà. L'eau fraîche coule à flot, il fait chaud. Iman, Sophie, Sonia, William, Marius, Félicia, Dima et Marianne à la technique s'affûtent. Nos invités Carl Espinas et Mélie Meunier s'accordent sur tout. Nos pieds sont dans la Lune, mais notre flamme est bien sur Terre. C'est parti! On célèbre nos deux super championnes ici à la radio. Iman, qui vient d'avoir la meilleure note de sa promo à l'université dans les métiers du multimédia et de l'internet, 19 sur 20, mesdames et messieurs. Elle était en alternance à la radio toute cette année universitaire. Bravo à toi, Iman, tu as cartonné à la fac, mais aussi à la radio. Et Sonia, retenue partout dans ses choix sur Parcoursup. Sonia, notre super service civique en 2025-2026. Elle étudiera l'histoire à la fac de Rouen. On est content et en même temps, on n'est pas content. On aimerait vous avoir pour la vie dans notre studio. La question, c'est est-ce que vous nous aimerez encore la saison prochaine ? Bien sûr. Benoît nous conseille maintenant une lecture et de la musique. Allez, on part au frais dans les forêts du nord du Québec, Benoît, avec l'autrice Gabrielle Filtoshiba. Eh oui, rencontrer Gabrielle Filtoshiba, comme j'ai eu l'occasion il y a 3 ans au Festival de Livre Paris, est une expérience qui marque durablement. Je ne sais si on peut parler de charisme, d'aura, une chose est certaine, cette autrice québécoise vous submerge d'émotions par sa sincérité, son humanisme que rien ne semble altérer, sa bonté évidente. Son envie de dialogue authentique, sa présence et sans doute par quelque chose d'assez étrange, inexplicable, une force qui semble la relier à la nature, au monde du vivant, qui se cache, à raison, à la folie des hommes et qui soudainement, par son entremise magique, s'adresserait à nous. Troublant. À 26 ans, cette Québécoise, bien née, bien installée, quitte la belle vue bétonnée de son beau bureau pour aller sans cabanet, sans eau, sans électricité, sans le moindre confort dans la région du Kamouraska, où la température peut descendre, et oui, jusqu'à moins 40 degrés. Ça fait rêver. Cette expérience, qui finira par être initiatique et la conduira à faire corps et esprit avec la nature, relève dans les premiers temps de la tentative désespérée de survie. De ce processus sortira une trilogie en livres, En cabanet, Sauvagine et Bivouac. Grande défenseur des causes environnementales canadiennes, comme l'importance de la préservation des arbres et forêts, le respect du vivant, des premières populations, elle consacrera des moyens à replanter des arbres pour au moins, comme elle dit, compenser le succès de ses livres gourmands en papier. Écoféministe, son dernier ouvrage, Exa, sorti récemment en poche, nous plonge dans une dystopie où les humains vivent enfermés dans des villes-prisons entourées de pollution toxique. Des femmes chaque été en sortent pour aller reboiser. Mission pour la survie de l'espèce et aussi occasion de liberté en sororité. La dame est aussi poétesse. Son premier recueil, La forêt barbelée, préfacé par Cécile Coulon, notre invitée du mois dernier, est sorti en 2024 au Castor Astral. Le second vient de sortir et il s'intitule La robe en feu. Il est publié aux éditions XXZ. Gabrielle Filtoshiba, à lire pour passer un été au cœur de la forêt, à respirer un grand air de liberté, mais aussi pour se connecter au monde qui nous entoure. Merci Benoît. Tu nous proposes aussi tes choix musicaux. Alors, de vieux con. Bon, c'est toi-même qui le dis. Mais Benoît, tu n'es pas vieux. Mais oui, Sophie, depuis quelques semaines, j'ai le privilège, à défaut du bonheur physique, d'appartenir au cercle des bénéficiaires de la carte vermeille. À moi les réductions SNCF, cinéma, musée et tutti quanti. Le corollaire de cet état, c'est qu'en plus, je peux me lever légitimement, quotidiennement, avec une délectation non coupable dans la pratique et les commentaires du parfait vieux con. Et ça, c'est chouette. C'était mieux avant, rien de neuf en cinéma depuis Truffaut, rien d'écrit en littérature depuis La recherche du temps perdu de Proust, et la musique, alors là, ma brave dame, c'est la catastrophe. Mozart, Bach, Vivaldi, Schubert, oui, Miles Davis un peu, la pop rock des années 80 passe encore, mais depuis, rien. Ce dimanche, à la fête de la musique, à peine 1 ou 2 groupes qui gratouillent des instruments. Pour le reste, des jeunes au regard perdu qui poussent des boutons et font saigner les oreilles des passants avec d'assourdissants infrabasses. Bah oui, vieux con, quoi. Alors évidemment, quel ne fut pas mon désarroi en préparant cette émission en constatant que 8 sur les 10 personnes présentes avaient moins de 30 ans, voire moins de 25 ans. Et qu'en plus, elles étaient pétries de talent. On me promettait une belle gérontocratie omnipotente et je me retrouve avec une bande de jeunes triomphants. Comme le disait Léon Blum, non, ce n'est pas un rappeur des années 90, le sang court plus vite dans un corps rajeuni.
J'ai donc vite cherché dans ce qui me semble être la vraie culture, de quoi alimenter cette rubrique. J'ai presque trouvé avec Dixie's Midnight Runner, groupe star des années 80. Leur leader, Kevin Rowland, 70 ans en compteur, prépare un album, sombrement intitulé Love, qui sortira le 4 septembre et sera suivi d'une tournée. Il est déjà possible d'écouter sur les plateformes le premier single My Life in England, tout un programme. Dominica, lui aussi, nous annonce un nouvel album prévu pour l'automne, Spiral, avec une tournée dans la foulée qui passera à Rouen en février 2027. Dominica est sans doute le plus talentueux des songwriters français, en tout cas le plus poétique. 2 titres sont déjà disponibles à écouter. Un jour j'ai disparu, titre très touchant, et Bromure, et oui, qui nous démonte avec classe ces vieux fous qui tentent de nous gouverner, un délice. Mais c'est finalement la saxophoniste pure enfant de New York, Lakecia Benjamin, qui a retenu toute mon attention. Elle signe un bel album, We Dream, où explose tout son talent. Il pourra tourner sur vos platines tout l'été. Enfin, pour ceux qui ont encore des platines, Niark, vieux con. Nous en écouterons un morceau en fin d'émission, Flame Keeper. Un autre disque peut tourner avec bonheur sur vos platines, c'est celui de la Maison Tellier qui nous revient avec un très beau album intitulé La timidité des arbres. On est toujours dans les arbres. Une belle écriture, une belle musique pour ce groupe qui est né à Rouen, dans lequel on peut entendre le trompettiste Fred Aubin, que l'on aime tant. La Maison Tellier sera en concert à Rouen au 106 le 25 septembre, histoire de fêter au passage les 20 ans du groupe. Si vous voulez des places, je crois qu'il faut se dépêcher, sinon vous pourrez toujours écouter l'album. On écoute tout de suite un morceau qui donne son nom à l'album, La timidité des arbres. Certains soirs où j'avais pris le temps qu'il fallait, ma calèche emmenait au grand galop. Mes amis, des cadets, le printemps arrivait, justement il faisait déjà bien chaud. Rendez-vous près du frêne, l'un de vous prendra les rênes. Après le chêne halleux, à l'orée de la londe, la pleine lune m'inonde de sa lumière bleue. Après bien des virages, dépassant les marécages, le bruyant équipage me dépose. On me tape dans le dos, on flatte les chevaux, on me dit ces 4 mots. Cette fois tu oses. Colline des 2 amants, c'est là que normalement. Voilà, on écoutait La timidité des arbres de la Maison Tellier. Et là maintenant, on part au frais dans une église, Marius. En effet, en ce moment à Rouen, une ancienne église près de la place du Vieux Marché, laissée à l'abandon, est en train d'être rénovée en salle de cinéma. Sonia, tu as rencontré Mathilde Roland, la coporteuse de ce projet donc. Ouais, tout à fait. Du coup, je vais vous parler un peu de l'église Sainte-Croix des Pelletiers, un lieu qui peut être méconnu pour certains de nos auditeurs. Et d'ailleurs, pour moi, je dois avouer que je ne connaissais pas du tout le lieu avant de le découvrir avec une fabuleuse exposition. Cette église est restée fermée pendant près de 10 ans. Aujourd'hui, elle renaît grâce à l'association La Nef avec une expo qui nous vient du studio néerlandais Drift, nommé Mido. Des fleurs géantes en lévitation qui s'ouvrent et se referment lentement au-dessus du public, comme une prairie de nymphéas passées au néon, qui m'ont beaucoup rappelé Monet d'ailleurs, et elle est là jusqu'à la fin du mois de septembre. Ouverte de 14h à 19h et l'entrée est totalement gratuite. L'association ne s'est pas contentée d'y organiser cet événement, elle a également participé au nettoyage et à la remise en valeur du lieu, afin de le rendre plus accueillant aux visiteurs. Et si ce projet culturel est déjà très intéressant, aujourd'hui les ambitions pour l'avenir sont tout aussi impressionnantes. Car oui, l'objectif serait vers 2031 de transformer cette église en un véritable lieu de cinéma et de vie culturelle. On y trouverait notamment des salles de projection, mais aussi des espaces de rencontres, un café, des lieux pouvant accueillir des conférences ou d'autres événements. Concernant l'exposition actuelle, je vous invite vraiment à y aller, à la découvrir. Entre l'architecture de l'église et cette installation très lumineuse, florale et printanière, l'ensemble crée une atmosphère magique. C'est une œuvre qui surprend et qui émerveille. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le futur projet de cinéma, vous pourrez également échanger avec l'équipe présente sur place. Elle présente notamment des modélisations 3D réalisées par un architecte d'intérieur qui permettent de se projeter dans ce qu'on pourrait devenir l'église dans les prochaines années.
On peut ainsi découvrir les futurs espaces de projection, les lieux de convivialité et les différents aménagements possibles. Pour en parler plus en détail, nous allons maintenant écouter Mathilde Roland, coporteuse du projet, qui va nous présenter à la fois l'exposition actuelle et les perspectives de ce futur cinéma culturel. Je suis Mathilde Roland, je suis coporteuse du projet La Nef de restauration de l'église Sainte-Croix des Pelletiers et membre du conseil collégial de l'association. Et donc ce projet d'exposition, c'est d'abord une rencontre avec Philippe Platel, le directeur du festival Normandie Impressionniste, qui a imaginé cette œuvre dans ce lieu. Ce sont des artistes néerlandais et ils se sont vraiment adaptés au lieu ici, à l'espace, pour nous faire ce beau cadeau qu'on est vraiment très très heureux d'accueillir. Alors pour l'instant, l'association n'est pas propriétaire du lieu. Effectivement, elle vise à l'être via une cession de la ville de Rouen à l'Euro Symbolique. C'est un appel à projet de la ville de Rouen qui souhaitait céder cette église et auquel notre association a répondu, notamment avec comme motivation première de continuer à faire vivre ce lieu en tant que lieu culturel, puisque c'était une salle de spectacle pendant longtemps. Et donc l'idée, c'est de créer 2 salles de projection, de cinéma principalement, et puis un espace café de 200 mètres carrés, une petite terrasse de 70 mètres carrés quand même. Et puis l'idée, c'est aussi que cet espace puisse servir à plusieurs usages culturels. Il y aura notamment un espace scénique dans l'espace café. On se dit que les salles de cinéma peuvent aussi servir à des conférences, à du spectacle vivant de temps en temps. Et l'idée, c'est encore une fois que ce projet soit celui des citoyens et qu'on recrée un lieu culturel où les habitants ont vraiment leur part de participation, notamment dans la programmation. Évidemment, on a plein d'idées. C'est de là d'où on vient, le cinéma, et on a vraiment plein de choses qu'on aimerait faire découvrir. L'idée, c'est de rester sur du film ancien, donc ça peut aller du Chaplin à Mad Max, et on a aussi plein d'idées de choses inédites, de films qu'on n'aurait pas encore vus sur nos écrans. Il y a énormément de films qui sont restaurés chaque année et qui n'arrivent pas sur les écrans rouennais faute de place. On aimerait vraiment pouvoir les faire redécouvrir. Alors moi, sincèrement, je suis franchement très emballée. J'ai vraiment hâte de voir ce projet venir. On remercie la Nef et leurs bénévoles pour avoir fait revivre ce lieu. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur leur site internet lanefrouen.fr et les réseaux sociaux. Merci Sonia. Alors il y a déjà une église reconvertie à Rouen pour un autre usage que le culte. C'est l'église Saint-Nicaise derrière l'hôtel de ville. C'est maintenant une brasserie artisanale, une église brasserie. Elle est ouverte tous les soirs. On vous recommande, c'est un très très bel endroit. Alors des églises qui accueillent d'autres usages que le culte, ça n'est pas nouveau. Tout près d'ici, l'église Sainte-Claire de la Grand-Mare a même accueilli dans les années 60 des réunions associatives et politiques très animées. C'est Jean-Pierre Mouton qui nous a appris cela. Le président de Bien Vieillir à la Grand-Mare, BVGM, organise une balade historique dimanche 28 juin pour découvrir l'histoire du quartier. La Grand-Mare et la Lombardie au début, c'est une énorme ferme de 175 hectares. Sœur Marie-Ernestine en a fait ensuite un projet innovant. On écoute Jean-Pierre Mouton. En 1873, une chance formidable, la ferme de la Grand-Mare était quasiment en ruine et elle était à vendre. La congrégation religieuse à laquelle elle appartenait en a fait l'acquisition et elle a commencé à accueillir des jeunes filles qui sortaient de prison pour diverses activités, la cuisine, des travaux ménagers et aussi la culture, l'élevage, les cultures maraîchères et pour aller vendre tous ces produits sur les marchés de Rouen. Et de 1873 à 1910, date de sa mort, on pense qu'elle a accueilli plus de 3000 jeunes filles dans cette ferme. Alors il faut préciser que la prison en question, c'est la prison de Bicêtre qui était rue Saint-Vivien, donc dans l'actuel quartier de la Croix-de-Pierre, et que cette ferme-école était une première en France et on venait la visiter de très très loin. De Belgique, d'Allemagne, de différents pays d'Europe effectivement, puisque j'ai l'habitude de dire c'est le début de l'insertion par le travail, quoi. C'est un petit peu ce que fait Intermed Emploi maintenant sur le quartier, en fait. Ouais. Au décès de Sœur Marie-Ernestine et avec, effectivement, la loi de séparation de l'Église et de l'État, les choses se finissent. Voilà, et là, c'est d'autres institutions qui prennent le relais, en fait, des associations type loi 1901 qu'on connaît encore aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la première association du quartier qui a été créée le 9 janvier 1967, qui s'appelait la Commune Libre, la première association du quartier dite loi 1901, une association assez intéressante parce que le président de cette association de l'époque, donc Monsieur Vallier,
s'est octroyé le titre de maire et il arborait parfois une belle écharpe tricolore. Donc on voit qu'il y avait déjà une volonté quand même d'être très actif, très réactif et peut-être un petit peu en contre-pouvoir aussi du pouvoir municipal de la ville de Rouen. Tout à fait. C'était un petit peu en opposition au maire de l'époque, Jean Le Canuet. Alors cette association est née en fait dans les premiers verres et acier, les Marcel Lodz. Et c'est vrai que dans ce secteur, les 21 immeubles qui ont été construits, représentant plus de 500 appartements, il y avait une richesse culturelle, associative extraordinaire. Ce que je cite souvent aussi, c'est comme le Centre Malraux n'existait pas encore à l'époque, on organisait les réunions dans l'église Sainte-Claire. Il y avait une vie dans l'église Sainte-Claire, une vie associative incroyable, des réunions politiques. Même des gens que l'on classe maintenant de gauche et d'extrême gauche se réunissaient dans l'église Sainte-Claire. Le Parti communiste se réunissait dans l'église. C'est assez savoureux quand même. Et le prêtre de l'époque, du coup, qu'est-ce qu'il disait ? Rien, c'est lui qui mettait ses locaux. C'était prévu comme ça d'ailleurs. Hein. Il y avait une cloison à l'intérieur de l'église Sainte-Claire, qui existe toujours d'ailleurs, pour séparer les activités associatives et politiques des activités religieuses de la messe. Quoi, ouais. Oui. Et voilà, rendez-vous dimanche prochain, 28 juin, à 9h30 devant le Centre Malraux pour 2 heures de marche tranquille, à votre rythme. Venez découvrir l'histoire du quartier avec la sauce BVGM. Ils annoncent 18 degrés dimanche matin, alors n'hésitez pas. L'interview complète de Jean-Pierre Mouton est à retrouver en replay sur le Spotify et le YouTube de la radio AGR. Vous apprendrez plein de choses. Le coup de cœur culture de la team HDR. William a lu pour nous l'histoire du berger Elzéar Bouffier, plus connu sous le nom de L'homme qui plantait des arbres, le titre de la nouvelle de Jean Giono, un manifeste de la cause écologiste paru en 1953, William. Ok les amis, ben ouais, comme l'a dit Sophie, déjà je vais commencer par ce voyage littéraire, par vous partager une pensée de Jean-Jacques Rousseau, parce que ceux qui me connaissent savent que j'adore les citations, qui dit que la contemplation de la nature apaise le cœur et y fait régner la bienveillance. Alors retenez bien ces mots car ils résument parfaitement le chef-d'œuvre dont nous parlons ce matin, L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Alors de prime abord, j'étais pas extrêmement intéressé mais je me suis laissé tenter. Je me suis dit que peut-être que j'allais apprendre quelque chose de super intéressant et en réalité j'ai été agréablement surpris. J'ai été touché notamment par le message du livre qui est empli d'espoir, de chaleur et d'humanité. Alors déjà pour comprendre ce texte, il faut d'abord regarder qui l'a écrit. Jean Giono est né à Manosque en 1895. Et ses œuvres, souvent ancrées dans le monde paysan provençal, abordent des questions universelles sur la condition humaine, mais c'est aussi un homme qui a profondément été marqué par son époque. Il a survécu à l'enfer des tranchées de la Première Guerre mondiale. Et de cette horreur, des combats sont nés chez lui, notamment un pacifisme absolu et viscéral, et un besoin vital de se tourner vers ce qui ne ment jamais, la nature et le vivant. Donc c'est en 1953 que Giono publie cette nouvelle qui est magistrale. L'homme qui plantait des arbres, l'histoire est celle d'Elzéar Bouffier, un berger solitaire qui vit dans une région déserte, aride et balayée par les vents en Haute-Provence. Cet homme, sans rien attendre en retour, décide de planter 10 000 glands par jour. Année après année, dans une solitude totale, son geste obstiné va transformer un désert de pierre en une forêt luxuriante, faisant revenir l'eau, la faune et le bonheur des villages alentours. Et il aura un profond impact sur ses habitants. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il naît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en pleine guerre froide. C'était l'époque Oppenheimer et la menace atomique. Donc alors que l'humanité vient de prouver qu'elle est capable de s'autodétruire en un claquement de doigts, Giono propose l'exact opposé. Face au génie de la destruction, il oppose le génie de la création, humble et patiente. Il nous montre qu'un homme seul peut détruire le monde, oui, c'est vrai, mais qu'un homme seul peut aussi le reconstruire, feuille après feuille, graine après graine. Donc évidemment, il y a une dimension très philosophique, à savoir le fait que la nature peut guérir. Et d'ailleurs, c'est la thèse fondamentale de l'auteur. C'est que la nature nous apporte bien plus que de simples bienfaits physiques, comme par exemple de l'oxygène. Mais elle nous apporte d'autres bienfaits, notamment sur le plan de la santé mentale. On le sait, la science le prouve aujourd'hui. Par exemple, une célèbre étude de l'université de Stanford a démontré qu'une marche de 90 minutes en pleine nature réduit drastiquement l'activité de la zone du cerveau liée aux pensées négatives et à la dépression. Et sur le plan de la moralité, mais ça c'est ma propre analyse, je trouve que la thèse secrète de Giono, c'est qu'en soignant notre esprit, la nature élève notre moralité. C'est-à-dire que la paix et la sérénité qu'elle va instiller en nous peut désarmer nos colères, nos troubles, nos sentiments négatifs, nos stress. En nous reconnectant au rythme des saisons, elle nous enseigne la patience, la douceur et une bienveillance profonde dans nos rapports avec les autres. Donc l'équilibre du dehors guérit le chaos de l'intérieur.
Donc en conclusion, le message d'Elzéar Bouffier est vraiment très très simple finalement. Prenez d'abord soin de vous en vous immergeant dans le vivant. Faites une balade en forêt, allez en bord de rivière, allez au bord de mer. Car cette paix intérieure retrouvée au contact de la nature peut nous désarmer et nous donner la force, la patience et la douceur nécessaires de prendre soin des autres. Et c'est en devenant meilleurs ensemble que tout naturellement, on prendra soin de notre terre. Tout est lié. Donc au final, prenez bien soin de chacun d'entre vous. Merci. On va parler d'une nouvelle mini-série inspirée de faits réels et tirée d'un livre Sous ses yeux, sorti le 4 juin et disponible sur Netflix. La mini-série relate le meurtre de Rachel Nickel. On écoute Iman qui nous fait découvrir la série. Alors effectivement, cette semaine, j'ai pu regarder la série un peu fait divers. Elle s'appelle Sous ses yeux, en anglais The Witness, qui veut dire le témoin. C'est britannique, ça s'est passé en 1992, et sur le papier, ça ressemble un peu à un polar classique, à toutes les mini-séries policières qu'on peut retrouver sur Netflix, mais en fait pas réellement. Ce qui change tout, c'est le point de vue. On ne suit pas les policiers ni le tueur, comme on a l'habitude de faire en règle générale, de regarder. On suit ici la famille de la victime, donc la famille Nickel, le père André qui perd sa femme, Rachel, qui a été victime d'un meurtre. Elle a été poignardée 49 fois. Et donc, du jour au lendemain, il se retrouve seul avec un petit garçon de 2 ans. Et ce petit garçon, Alex, il était là quand c'est arrivé, il a tout vu, sauf qu'il ne parle plus, il devient complètement mutique, traumatisé, évidemment, incapable de dire quoi que ce soit. Et c'est là que le vrai sujet de la série commence. En fait, c'est ça le cœur de tous les débats. Parce qu'en fait, tout le monde veut savoir, les journalistes, la police, la famille, pourquoi le tueur a épargné cet enfant et qu'est-ce qui s'est passé, en fait. C'est la question qui hante tout le monde du début jusqu'à la fin. Et quand on a la réponse, ça remet un peu les choses en place. Je vous en dirai pas plus pour éviter de vous spoiler, évidemment. En attendant, André fait ce qu'il peut. Il a un enfant de 2 ans sur les bras. Il fuit, puisque en Angleterre, ça a pris une ampleur énorme. Et donc, d'abord, il va en France, puis en Espagne. Il impose une règle à Alex, donc son enfant. On ne parle pas de ce qui s'est passé à personne, jamais. Donc, il a une première enseignante en France qui s'inquiète. Les gens autour posent beaucoup de questions, mais lui, il tient bon parce qu'il a peur. Si son fils parle, il devient une potentielle cible. Sauf que Alex va grandir, il a des amis en Espagne, il commence un peu à se rebeller, un peu comme tous les ados. Et donc le père, il sait plus trop quoi faire. Il va beaucoup restreindre, il va le contrôler, il interdit de lui dire beaucoup de choses. Et c'est pas toujours très très habile, mais bon, on comprend d'où ça vient. Donc voilà, c'est une série assez sobre, ancrée dans un vrai fait divers, ça s'est vraiment passé. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elle prend le temps de montrer ce que ça fait à une famille de vivre un tel drame finalement, et un secret, puisque ça devient un secret au fur et à mesure. Le fils qui grandit sans pouvoir vraiment faire son deuil normalement, sans pouvoir expliquer à ses amis pourquoi il est comme il est. Il y a une espèce de solitude collective dans cette famille où chacun porte le poids tout seul parce qu'on ne peut pas vraiment en parler. Donc, vous avez l'habitude, je mets souvent des notes aux séries que je regarde. Celle-ci, je lui mettrai 7,5 sur 10. Si vous cherchez quelque chose d'un peu différent d'un polar classique qu'on a sur Netflix, vous pouvez y aller. Merci Iman, merci beaucoup pour ces chroniques vraiment de séries qu'on ne connaît pas à chaque fois. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est des vieux cons, mais enfin bon, en tout cas, ça nous donne envie. Voilà, maintenant on va partir en Orient, on va écouter de la musique orientale avec notre nouvelle chroniqueuse Dima, professeure de musique en Syrie et aussi chanteuse orientale dans l'Orchestre national de Syrie. Elle nous raconte la diva libanaise Fayrouz et ses 1500 chansons très diversifiées, jazz, musique orientale, classique, traditionnelle. Fayrouz est inclassable, Dima. Oui, Sophie, Fayrouz, pour moi, c'est une amie pour tous les moments importants de la vie, tristes, joyeux, amoureux, etc. Elle m'a donné mon éducation musicale. Pourquoi je vous parle de Fayrouz aujourd'hui dans la pied, dans la lune? Quand j'ai appris que j'ai participé à cette émission, j'ai tout de suite fredonné un morceau de Fayrouz qui s'appelle Ya Mariana Wiyak, en français, ou lune, toi et moi. C'est une image à la lune, notre amie depuis l'enfance comme Fayrouz. Elle est la diva de la chanson arabe. Fayrouz est rentrée dans toutes les maisons et a fait le pont entre la musique classique et la chanson arabe, tout en gardant l'âme de chacune. Par exemple, elle a repris un morceau de Mozart, les symphonies 40. On écoute Ya Ana, Ya Ana.
Et ainsi, Fayrouz a ouvert la voie et elle a popularisé la musique classique dans le monde arabe de plus et elle a C'est pas grave. C'est pas grave. Elle a joué. Elle a joué un rôle très important dans la sauvegarde de musique orientale et de la chanson traditionnelle folklorique. On écoute un morceau populaire de l'Avent, comme celui-ci. Pour finir, je vous fais écouter le morceau dont je vous ai parlé au début, Lune, toi et moi. Je suis avec toi, amis depuis notre enfance. Nous avons aimé notre lune et vécu, toi et moi. Et souvent, toi et moi, nous avons coloré le ciel et s'aimé notre amour. صحبي من زغرنا حبينا قمرنا وعشنا أنا وياك يابا وياما أنا وياك لونا سمانا وزرعنا هوانا يا قمر أنا وياك يابا خطر الهوى عالعين والحلو ناطرنا ضحكوا ناطرنا بالورد عالميلين والحكي حكي وعالبال قصص الهوى تنقال صاحبي من زغرنا حبينا قمرنا وعشنا أنا وياك يابا خطر الهوى بالدار قالوا لنا اوعى بكرة الدنيا بتوعى عالسرار منا سرار قصص وقصص تنقال حلموا اللي فيه عالبال Merci Dima, merci beaucoup. On reste les pieds dans la lune, on quitte les voies orientales pour rejoindre les voies illuminées avec nos invités, Benoît. Les pieds dans la lune, un invité sur Terre. Et en fait, c'est des invités sur Terre. Et oui, vous avez bien compris, hein, donc les pieds dans la lune s'ouvrent à l'international, mais on s'ouvre aussi à la culture universelle. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, hein, depuis Pierre Corneille et le CID, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc Mélie Meignier, Carl Espinasse, vous avez de nombreux talents et des activités multiples, ensemble et séparément, déjà professionnelles, et tournées vers la musique et la voix. Bonjour, soyez les bienvenus dans cette émission et où vous l'avez compris, nous aimons tellement les jeunes, surtout moi en fait. Donc Mélie, on va commencer par vous, parce que voilà, on ne regardera pas, Carl. Est-ce que vous pouvez un peu nous dresser en fait votre parcours pour en être déjà là, en fait, aussi jeune, et puis après j'arrêterai avec les histoires d'âge parce que je sais que ça vous énerve et vous avez raison, pour en être dans ce parcours déjà un petit peu professionnel. Quel parcours, quel cursus vous avez suivi ?
Bonjour. Alors, j'ai un parcours un peu décousu pour le coup, parce que j'ai commencé la musique toute petite, voilà, comme Karl, au conservatoire ici à Rouen. Puis après environ 12-13 ans de musique, j'ai totalement arrêté. J'ai fait des études plutôt classiques, une licence de droit, et après j'ai fait un master en management culturel, toujours à Lyon du coup. Et je suis revenue à Rouen il y a 3-4 ans pour reprendre le conservatoire, donc la musique classique, où je suis encore actuellement en études en chant lyrique du coup. Mais j'ai jamais arrêté la musique pour autant dans tout ce qui est plutôt musique actuelle. Donc voilà, j'ai appris la guitare, je fais un peu de piano, je compose. Donc voilà, j'ai pas mal de projets aussi à ce niveau-là. Donc le but c'est de concilier un peu tout ça. Et voilà. Et Karl, donc, parce que alors chef de chœur, flûtiste, chanteur, comment on en arrive là? C'est vrai que ça demande pas mal de travail et parfois on se pose des questions quant à l'investissement qu'on donne à l'art en général. Et puis par rapport à cette question de l'âge, c'est vrai que nous on n'a pas encore notre carte vermeille, comme toi Benoît, on n'a pas cette chance-là. Mais c'est vrai qu'il nous reste en fait aussi énormément de choses à apprendre en art et c'est ça qui fait avancer, qui donne l'appétit en fait d'avancer. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a sur le papier, en tout cas ce que tu as couché sur le papier, donne l'impression de pléthore de choses, alors qu'en fait, ça rentre dans une vie humaine sans problème. Donc, comme Élie, j'ai commencé au Conservatoire de Rouen par la flûte. J'ai eu 2 professeurs superbes que je veux saluer aussi par là, Sophie Le Cacheur et Jean-Christophe Alala, qui m'ont beaucoup apporté et qui m'apportent toujours d'ailleurs. Ensuite... voilà, je suis rentré au Conservatoire de Paris et puis ensuite au CNSM dans d'autres disciplines, ce qu'on appelle les disciplines d'érudition, c'est l'écriture, l'analyse, donc la composition en gros, pour faire simple, à la manière d'eux. Et c'est étudier aussi l'histoire de la musique et tous ses tenants et aboutissants. Voilà. Et donc parallèlement à Rouen, j'ai eu la chance de monter ce chœur là, dont on va parler, je crois. Et aujourd'hui, vous êtes encore en études? Oui, tout à fait. J'étudie toujours, alors je fais les allers-retours entre Rouen et Paris, et normalement ces études prennent fin dans 1 an et demi. On peut le dire, au Conservatoire supérieur de... Oui, c'est ça, ouais, au CNSM. De Paris. Alors, si j'ai bien compris quand même, vous avez des appétences un tout petit peu différentes. J'ai pu, parce que comme je fais très très bien mon travail, assister au concert de Mélie hier où on était quand même plus au niveau guitare dans la référence Jimi Hendrix que Monsieur de Sainte-Colombe, enfin il m'a semblé en tout cas, pas seulement au niveau des boissons qui étaient servies dans le lieu. Et puis bon, Karl, de ce que j'ai pu un peu comprendre quand même, les inspirations sont plutôt assez classiques, donc voire très très classiques. Bon, non, peut-être c'est vrai que je m'approche plus du vieux con que Mélie. Non, j'ai pas dit ça. Mais... Je n'ai pas dit ça. Et donc, les plus jeunes. la question qui brûle toutes les lèvres, comment vous vous êtes rencontrés en fait? Eh ben, grâce au chœur. Peut-être pas de la même manière, donc vous allez répondre tous les deux. Vous n'êtes peut-être pas rencontrés de la même manière en fait. Oui. C'est vrai que c'était une proposition en fait de Margot Messler qui est professeure au Conservatoire de Rouen et qui m'a dit ça serait super, rencontre Mélie, ça serait très chouette. Et donc on s'est connus avec l'ensemble vocal de Rouen et puis au fur et à mesure une amitié s'est liée et puis on s'est dit ça serait pas mal si tous ces chanteurs qui veulent en faire ce métier-là, qu'on se réunisse autour d'un projet commun tout simplement. Enfin en tout cas c'est comme ça que moi j'ai rencontré Mélie pour ce projet. Exactement pareil. Pareil. Alors peut-être vous pouvez quand même nous dire un petit mot sur cette histoire de l'ensemble vocal de Rouen, parce que c'est pas tout à fait inintéressant, c'est-à-dire que moi j'ai eu l'occasion aussi de vous entendre. C'était un ensemble qui était attaché au conservatoire et en fait où à un moment il n'y avait plus de direction de chœur en fait. C'est un peu ça qui s'est passé, non? C'est un peu ça qui s'est passé. En tous les cas, c'est vrai que à un certain moment de la vie de cet ensemble, j'ai dû partir du conservatoire et donc j'ai fait la proposition à ceux qui le souhaitaient de me suivre dans une autre structure. Donc au lieu
ensemble vocal du Conservatoire de Rouen. On a enlevé la particule et c'est devenu ensemble vocal de Rouen. Ce qui change absolument tout. Mais voilà. Et donc, en fait, 100% du chœur est resté soudé et on a pu continuer nos projets suite à ce voyage au Brésil de l'année dernière. On va en parler peut-être un petit peu. Alors, juste avant d'aborder la question des voix illuminées, ce nom qui fait un peu rêver et sur lequel vous êtes en travail commun, peut-être un peu parler de vos carrières un petit peu communes, séparées, je ne sais pas si on peut parler de carrière. Donc, Mélie, si j'ai bien compris quand même, et vous avez un compte Instagram qui est moultement doté, voilà. Le maire de Rouen faisait aussi beaucoup d'interventions guitare sur son compte Instagram, mais il a beaucoup moins de followers. Donc vous avez une démarche, une appréhension, une perspective en fait de vous inscrire dans une démarche artistique particulière sur la musique plus sur les musiques actuelles, on va dire, et sur la guitare. Ouais, en fait, c'est un peu parti de rien, où simplement j'ai commencé à jouer de la guitare électrique et pour mesurer un peu mes progrès, je prenais des vidéos. Et après, j'ai commencé à les poster, et puis ça a pris beaucoup, notamment grâce à plein de vieux cons, je dirais, parce que beaucoup de reprises de groupes tels Pink Floyd, par exemple, que j'affectionne tout particulièrement. Donc c'est ça qui a un peu lancé le compte Instagram, et puis après, j'ai aussi décliné sur YouTube, où j'ai fait des formats plus longs, des reprises entières, où j'ai plus... fait de la guitare et aussi du chant, où j'ai allié un peu les deux. Et du coup, oui, ça marche plutôt bien. Ça m'amène à travailler avec des marques de guitare ou de matériel de musique. Et du coup, c'est très sympa. Alors, vous pouvez tous aller consulter le compte Instagram. Vous pouvez redonner le nom du compte Instagram. Le compte, c'est Songs of Mélie. Songs of Mélie, tout attaché. Et il y a déjà une chanson enregistrée, en fait, qu'on peut trouver sur les plateformes. Oui. Elle s'appelle Should Be Fine. Elle est dispo sur toutes les plateformes sous mon nom, donc juste Mélie, M-E-L-I. Et il y en aura d'autres très bientôt, j'espère. Donc Karl, par contre, c'est plutôt une carrière, alors là je parle encore une fois de cette carrière individuelle, avant qu'on ne parle de la carrière collective, d'instrumentiste. En fait, moi je vous ai entendu jouer du Mozart, justement, entre autres, à la flûte. Est-ce que c'est une carrière d'instrumentiste ou chef de chœur ou chanteur, ou la carrière individuelle, c'est plutôt en fait la perspective musicale? Oui, c'est plus une grande perspective musicale. Plus global. Alors chanteur, non, c'est plus chanteur de circonstance dans mon cas. Mais sinon, oui, pour la flûte et la direction, c'est ce vers quoi je tends particulièrement. Voilà, donc des concerts à l'année, des rencontres, des voyages, plein de choses. Alors, donc, vous avez créé, toute fin de l'année dernière, en fait, voilà. Vous avez créé un ensemble qui s'appelle les Voix illuminées. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire le concept, l'idée? Si j'ai bien compris, en fait, c'est quand même la volonté de créer un ensemble professionnel de chanteurs, ce qui est quand même très osé, dans cette perspective, dans cet environnement culturel où l'argent ne coule pas à flot pour la culture. Donc, qu'est-ce que c'est que les Voix illuminées? Et comme Karl l'a dit tout à l'heure, c'était l'occasion de regrouper notamment des jeunes chanteurs qui veulent en faire leur métier et de pouvoir se regrouper autour d'un projet commun qui nous parle à tous et autour de répertoires aussi divers et variés. Donc voilà, c'était l'occasion d'essayer de professionnaliser tout ça et d'explorer aussi même le territoire pour chanter à droite à gauche et puis rencontrer des personnes. Donc concrètement, vous avez créé une association, vous avez déposé des statuts, vous regroupez des chanteurs que vous rémunérez en fait, parce que c'est ça, la professionnalisation. Oui. Tout est professionnel. Après, je crois que c'était le bon créneau aussi à prendre parce que, comme tu le soulignes, Benoît, c'est un peu compliqué pour la culture en ce moment en France, contrairement à certains voisins et amis européens, étrangers, pas tous, mais certains pour qui c'est plus simple. Et donc, l'union fait la force. Là, on s'est dit, il y a un vivier qui est prêt à chanter, autant l'exploiter avant que tout ça se disperse et que finalement on puisse peut-être jamais le faire. Donc, c'était vraiment l'occasion et le bon timing, je pense, pour monter tout ça. En plus de l'envie, bien sûr, qui était sous-jacente et voilà,
voilà, qui était très important depuis un certain temps maintenant. Mais c'était aussi, je pense, le bon timing pour faire ça dans ces conditions-là. Et alors, du coup, ça concerne combien de chanteurs? Est-ce que c'est une forme définitive ou est-ce que c'est des formes variées, en fait? C'est 16 chanteurs. Donc c'est un chœur de chambre augmenté, on va dire, et il y a toutes les déclinaisons possibles entre le quintet vocal jusqu'aux 16 chanteurs. Donc voilà, pour aborder en fait tous les répertoires de musique, il faut qu'on puisse avoir ces différentes formations. Ça va du madrigal de Monteverdi à 5 voix pures strictes jusque, je sais pas moi, à Poulenc ou les qu'on va donner là cette année, mais les grandes formations du XXe et du XXIe siècle. Donc voilà, avec cette formation-là, cette grande formation qui se décline, on peut donner à peu près tout le répertoire du chant choral, voilà, dans sa périodicité. Oui, j'ai vu d'ailleurs que de ce point de vue-là, vos influences sont quand même très 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 mondiales, en fait, hein, puisque vous avez tous des répertoires aussi de musique du Nord. Enfin bon, c'est comment vous cherchez vos inspirations. J'ai entendu que vous aviez fait un voyage. C'est des voyages d'inspiration. C'est des voyages d'inspiration et surtout de vie ensemble. C'était au Brésil, c'est ça? C'était au Brésil, oui. Ça, c'était avec l'ensemble vocal de Rouen. Et c'était un très très chouette moment parce qu'on a pu vraiment partager un bout de culture brésilienne avec des gens qui nous ont accueillis incroyablement, qui ont été incroyables tout simplement, et qui nous ont offert des moments musicaux, humains, qui nous ont fait jouer à l'Opéra de Rio, des trucs assez inattendus pour nous qui débarquions là-bas, c'était inespéré un petit peu. Et en plus de ça, ils nous ont vraiment fait découvrir tout un pan de leur culture, surtout musicale bien sûr, mais voilà, c'était un beau moment de partage. Donc ça fait partie des inspirations qu'on peut avoir. Et donc Mélie, Jimi Hendrix et Monteverdi, ça colle? Ça cohabite. Ça cohabite bien. Non, moi, ce qui m'intéresse de façon générale, c'est la musique et je hiérarchise pas trop dans ce que je fais. Donc je suis autant attachée au classique, à mes études en chant lyrique que j'ai pas du tout envie d'abandonner, même si la musique actuelle prend parfois le pas. Donc c'est vraiment, j'ai envie de tout faire, enfin dans la mesure du réalisable et de faire les choses bien. Donc voilà. Alors concrètement, comment ça se passe en fait? Où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous entendre? Comment vous proposez en fait des concerts? Vous les auto-organisez? En fait. On propose des concerts. Alors parfois, on en est les organisateurs, pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et on collabore régulièrement. En fait, le nom Voix Illuminées vient de la collaboration avec la Maison Illuminée. Belle collaboration. Que tu connais peut-être, Benoît. Un peu. Et donc, on est amené à collaborer régulièrement ensemble. Et donc, dans ces cas-là, la Maison Illuminée organise ses concerts. Donc, on peut se retrouver très fréquemment ensemble. Enfin, le public pourra nous retrouver fréquemment ensemble. Et puis sinon, on a quelques dates aussi de notre côté, puisque t'as des dates là à nous annoncer de structures indépendantes. Et donc, il y a aussi du chant a cappella, parfois. Et voilà les dates de cette année. Alors, là, avec la Maison Illuminée, on a le 17 septembre prochain une redite de Chant de nuit qu'on a fait le 30 mai dernier. Également, avec la Maison Illuminée, on a le Stabat Mater qu'on avait aussi fait cette année en février. Et là, on le refait le 14 novembre à Elbeuf. Et puis sinon, tu parlais de Poulenc tout à l'heure. On a un programme le 18 septembre au Musée des Beaux-Arts, donc de Poulenc, sécheresse de Poulenc. Et nous avons le 31 octobre, on va faire des motets allemands au Temple Saint-Éloi. Et puis il y aura également 2 concerts de Noël le 3 et le 10 décembre. D'accord. Donc, tout ça, on peut le retrouver sur un site, sur non, alors, Instagram qui va paraître très bientôt. En cours de création, mais sinon on est présent sur les sur les réseaux sociaux justement. Donc on a le compte Instagram Les Voix Illuminées. Tout ça va paraître parce que c'est vrai que cette structure-là, en gros, a moins d'1 an et l'ensemble en lui-même a 6 mois à peine. Donc c'est déjà
attendu d'avoir mis bout à bout tout ça, et donc le site arrive. Mais vous avez aussi des concerts où vous êtes, vous, chanteur, il n'y en a pas un demain par exemple, non? Alors ça, c'est avec l'ensemble vocal de Rouen. Oui, mais demain. On peut vous complètement. entendre chanter tous les deux. Voilà. Tout à fait. Oui. Et c'est où donc Demain à Ry, à l'église de Ry, là où a été tourné le fameux film sur Emma Bovary. Et puis le lendemain au Ménil-Lénard, à l'église Saint-Jean-Bosco. Voilà, moi je vous invite tous à vous y rendre parce que en fait d'abord dans les églises il fait un tout petit peu plus frais qu'ailleurs, bon voilà, ça c'est une première raison, et puis c'est toujours des très très beaux programmes. Alors du coup bon évidemment quand vous êtes chanteur, musicien, tout ça, on a un petit peu envie de se dire bon vous allez nous faire un petit truc, non? Oui. Pour conclure ça, un petit truc. Vous avez préparé ça dans la voiture en venant ou dans le bus? Alors qu'est-ce que vous allez nous faire, un petit truc? Alors, on va vous interpréter, moi à la guitare et Karl à la flûte. Ça tombe bien. If Music Be the Food of Love de Henri Purcell. Si je ne me trompe pas, Benoît, la Maison Illuminée sera à Rouen à table bientôt. Oui. Et cette pièce-là de Purcell figure dans le programme de Rouen à table. Où Mélie chantera en fait. Où Mélie chantera. Alors, donc on va en attendant vous installer et puis lancer cette petite chanson. Donc, je rappelle, la maison, enfin non pas la maison illuminée. Oh mon Dieu, quelle horreur. Non, les voix illuminées. Donc voilà, c'est un ensemble qui est un ensemble donc professionnel. Si vous avez l'occasion de voir, d'apercevoir les informations sur cette question, n'hésitez pas à vous y rendre. C'est d'une qualité absolue. Et voilà, donc c'est un bel ensemble qui est né cette année et auquel on souhaite longue vie. Alors, on y va en musique, c'est parti. Merci beaucoup Karl et Mélie, donc les voix illuminées que vous aurez l'occasion d'entendre dans la région à différentes reprises. Merci beaucoup d'être venus par cette chaleur. Merci à vous. Et puis je l'espère à très bientôt. À lire, à écouter, à partager. Alors l'émission Les Pieds dans la Lune part en vacances et comme on ne se revoit pas avant la rentrée de septembre, on a des sorties à vous conseiller, Benoît. Et oui, comme vous le savez, Léon Blum a inventé les congés payés, c'est évidemment pour en profiter le maximum. Alors donc cet été, on a plein de choses possibles à faire dans la région et sur la ville. Notamment, il y a une très très belle exposition qui se tient aujourd'hui et en ce moment et jusqu'au mois d'octobre à la Matmut à Saint-Pierre-de-Manneville. Cette exposition reprend en fait la vie, enfin comment une bande dessinée s'élabore. Et donc nous sommes allés rencontrer le scénariste Fred Duval et le dessinateur MM. Le scénariste qui nous explique comment comment naît en fait et quelle intention ils avaient à travers cette exposition pour expliquer en fait ce qu'est une bande dessinée et comment à travers une exposition on peut comprendre en fait l'élaboration d'une bande dessinée. Et à la suite, le dessinateur nous expliquera lui comment il a un peu lâché prise en fait par rapport à son œuvre, par rapport à comment il dessine dans cette exposition qui met en avant de manière extraordinairement forte et grande en fait le travail du dessinateur. On écoute tout de suite donc Fred Duval nous expliquer comment on fait une bande dessinée. Je voulais que les gens repartent de cette exposition
avec évidemment des images merveilleuses plein la tête, mais pas que. Qu'il y ait une explication, une compréhension qu'une bande dessinée, c'est d'abord une écriture, c'est la première étape, on écrit un scénario, c'est mon rôle. Ensuite, il y a des recherches de personnages, des designs, ça c'est le rôle de Fred Blanchard, et après, il y a une mise en scène, un découpage graphique, d'après mon découpage écrit, un dessin et une mise en couleur. Et donc, que les choses se font dans cet ordre-là. Ça, c'était vraiment mon ambition, parce que je publie depuis 30 ans, et souvent, j'entends encore les gens penser que la bande dessinée, c'est quelque chose où un dessinateur dessine un peu tout ce qu'il a par la tête, et derrière, un scénariste écrit dans des bulles, par exemple. Ce qui, évidemment, est absolument faux. Et donc, je pense qu'il est important, dans notre époque en tout cas, de toujours établir non pas la priorité du texte, mais l'importance du texte et l'importance de la lecture. Une bande dessinée, c'est un livre. Je pense qu'il est primordial aujourd'hui de défendre le livre en global, et donc de rappeler qu'une BD, même si c'est très coloré, très spectaculaire, c'est une écriture. On se faisait une idée de ce que pourrait être cette exposition, donc on avait d'abord imaginé, nous en tant qu'auteurs, de montrer un maximum de planches. Mais à un moment, on a laissé la main aussi aux gens qui ont conçu l'exposition, qui se sont dit que peut-être c'était une bonne idée que de rythmer aussi le visuel de l'exposition avec des grandes illustrations couleurs extraites des albums, pour vraiment donner une touche colorée qui manquait peut-être dans notre vision de l'exposition. Et donc c'est une idée qui a germé au fur et à mesure de nos réflexions, et c'était une très bonne idée, parce que c'est vrai que je n'aurais pas osé en tant qu'illustrateur proposer des grands formats, des très grands formats d'illustration qui ont été du coup été présentés ici. Alors c'est super de pouvoir voir ça. Ça donne vraiment un rythme différent qu'on n'aurait pas envisagé. Voilà, là, on peut s'intéresser au focus sur les planches qui sont quand même d'un format assez réduit, et en même temps se retourner et avoir un énorme tirage de très grande qualité, d'une couverture qui vous saute au visage. Et donc ça, je pense que c'était la bonne idée. Explorer l'univers d'une bande dessinée Fred Duval et même Fred Blanchard, c'est visible jusqu'au 4 octobre 2026. L'entrée est gratuite. C'est au centre Malraux d'art de la Matmut, 425 rue du Château. Quand vous voyez le château, c'est que vous êtes arrivé. C'est à Saint-Pierre-de-Varengeville. C'est fermé le lundi et le mardi. Et la ligne de bus pour s'y rendre est la 26. Alors cet été, c'est aussi du cinéma. Nous sommes allés interviewer Jean-Marc Delacruz, qui est le spécialiste en fait des films et des bons films à voir. Donc c'est le programmateur de l'Omnia. Il nous recommande quelques films pour cet été, et nous avons aussi profité d'interviewer Mathieu Collet, responsable de la bande dessinée, de la librairie. Je vais y arriver, d'une librairie qui nous recommande quelques bandes dessinées à lire pour cet été, quelques très très belles bandes dessinées. On les écoute. On va commencer par le gros morceau là, de cet été, qui est le film de Christopher Nolan qui s'appelle l'Odyssée, sur l'Odyssée d'Homère, qu'on sortira le 15 juillet, qui est annoncé déjà comme l'événement de l'événement. Voilà, donc on est très dans l'attente du film. Il y aura 2 copies en France, je crois, dont une à Paris, en 70 mm. Il faut quand même savoir que Christopher Nolan tourne encore en argentique. On a déjà les préventes qui sont ouvertes. Nous, on a déjà ouvert les préventes là sur le film, ce qui est la première fois qu'on le fait à l'Omnia. Voilà, donc on y croit beaucoup. On espère qu'on va pas se ratatiner, je aussi, parce que bon, on n'a pas vu le film, pour tout vous dire. Personne ne l'a vu. En tout cas, l'Odyssée, le 15. Et puis pour continuer, là, on peut citer, pour moi, un des très grands films qu'on a vu au Festival de Cannes. Pour moi, c'était la Palme d'Or. C'est un film qui s'appelle Soudain, d'Ursuke Amuguchi. Et donc le film a quand même réussi à avoir 2 prix d'interprétation, et c'est vraiment mérité pour les 2 comédiennes, la Virginie Fira et l'actrice japonaise. Elles forment un duo toutes les 2, mais absolument incroyable. C'est un film qui sortira chez nous le 12 août. C'est un grand film assez politique sur comment envisager notre vieillesse, à vrai dire. En l'occurrence, ça se passe dans un EHPAD. Ça pourrait être effrayant pour la majorité de spectateurs, de spectatrices à aller voir ce film. Et pourtant, c'est absolument fabuleux. C'est un film qui donne absolument plein d'espoir. Dans le film, il y a des thérapies. Il y a beaucoup de scènes de thérapie de groupe, et dont une scène de thérapie ou de massage de pieds. Ça peut paraître drôle comme ça, mais avec plusieurs personnes. Et le film se transforme en quelque chose de très sexuel, mais sans l'être.
et donner de cet espoir, parce que quand on est vieux, c'est vrai que plus personne ne vous touche. Et donc, on conseille ce film, mais à fond la caisse. La Palme d'Or, qui sort le 19 août. Alors, pour tout vous dire, je trouve que le film est bon, le film est très intéressant, hein. C'est un cinéaste roumain qu'on suit depuis toujours, mais moi je trouve le film un peu manichéen. C'est un film qui se passe dans un petit village norvégien, avec deux clans, d'un côté des wokistes et d'un côté des cathos. Il y a toute une histoire autour des cathos, enfin, il se passe quelque chose, donc il y a une prise de position, une opposition de clans, mais... Un film à voir, bien sûr, et ça reste là une palme d'or, un film important. Deux autres petites curiosités. Un film qui a complètement divisé, qui va sortir le 26 août. C'est le film d'Arthur Harari qui s'appelle L'Inconnu, avec Léa Seydoux et Nils Scheder. Moi, je suis sorti de cette projection, le film était en compétition officielle, mais complètement dérouté. Enfin, on était plusieurs, on se demandait vraiment ce qu'on faisait là. Et en même temps, je me suis aperçu que quelques jours après, le film m'a complètement saisi. Je n'arrête pas d'y penser, c'est tiré d'une bande dessinée. Je suis allé le revoir, à vrai dire. Je l'ai revu une deuxième fois. Et là, ça a été vraiment... Il s'est passé quelque chose d'absolument dingue. Voilà, il y a une vraie curiosité. Et puis, on peut juste dire quelque chose sur un film, mais on en reparlera, je crois, au mois de septembre. On en reparlera vraiment dans ton émission. Et c'est un film qui s'appelle Notre Salut, d'Emmanuel Mar. Voilà, j'en dis pas plus. C'est un film qui se passe sous Vichy, le gouvernement Vichy. Mais dit comme ça pourrait être un film d'époque, un peu poussiéreux. Et c'est un film d'une modernité, mais qui fait écho sur aujourd'hui. Et on en reparlera avec beaucoup de plaisir. Et on prépare aussi une avant-première qui est calée, qui sera le vendredi 11 septembre. Voilà, à 19h30 en présence du réalisateur et certainement Swan Arlo. J'ai 3 sélections particulièrement à cœur. La première, c'est Cochon, grosse BD publiée chez Dargaud en histoire complète sur l'abbé Cochon, celui qui a instruit et condamné Jeanne d'Arc. Donc à Rouen, ça marche très très fort. La BD est tout en aquarelle avec... un scénario vraiment au cordeau, des dialogues très bien ciselés. L'album est magnifique, avec une imitation un peu cuir et un vernis à chaud or sur la couverture. Bref, voilà, et c'est non pas de l'histoire avec un grand H, mais c'est mené plutôt comme un thriller judiciaire. C'est fantastique. Qu'on aime ou pas l'histoire, on se laisse embarquer par cette super BD. Donc premier choix. Deuxième choix, une BD qui est là depuis le mois de janvier, mais qui continue à très bien marcher dans une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle Morgane. La BD s'appelle Terre ou Lune de Jade Kou. Là, on est sur un dessin un peu plus asiatique, inspiration Miyazaki, même l'intérieur. Alors, je ne peux pas tout dévoiler parce qu'il y a des grandes surprises à l'intérieur de l'album, mais ça commence assez mal par un jeune garçon qui s'auto-accuse de la mort de son père et donc de sa mère après, et qui se retrouve orphelin. Quelques années passent et son copain vient le rechercher pour retourner au village natal qui lui ramène plein de souvenirs à l'intérieur de soi, et voilà, dans un club d'ornithologie. Et quand il va faire des rencontres avec des personnes du village, ils vont dire « Ah, vos parents étaient comme ci, comme ça », et lui, il n'a pas du tout cette description-là de son père. Donc il va mener une enquête sur la véritable histoire de ses parents. Et c'est d'une poésie... de quelque chose un peu décalé, un peu fantastique, c'est très très bon. Troisième choix, on va partir dans la science-fiction pour changer. Je propose Metropolia de Fred Duval et Igor Omling chez Dargaud. L'avantage, c'est que c'est des histoires, des enquêtes policières en histoire complète à chaque album. Donc il y a 2 enquêtes parues. On se retrouve dans le Berlin de 2099. On va suivre un détective privé mandaté par une société privée dans le but d'enquêter. Alors dans le premier, il est à la recherche d'une tueuse. Il va découvrir beaucoup de cadavres. Dans le deuxième, il enquête sur un chantier et il va découvrir un charnier. Passionnant. Et figurez-vous que la Lumière d'Août, la librairie de Mathieu Collet, fête ses 30 ans, pas plus tard que demain, à partir de 15h30 à l'auberge du Vieux Carré, près de la librairie rue Gantry. Une occasion de plein de surprises. Voilà, encore un anniversaire. Et puis, si vous n'êtes pas rassasié, vous avez encore plein d'opportunités l'été. Évidemment, vous avez ce qu'on appelle, elle aussi, un anniversaire, c'est 20 ans, c'est Lire à la plage, donc dans 13 plages de Seine-Maritime, Criel-sur-Mer, Étretat, Fécamp, Le Havre, etc. Vous pouvez donc tous les jours de 11h à 19h vous installer
c'est gratuit pour lire les livres qui sont présentés et qui sont mis à disposition dans ces cabanes de lire à la plage. Et ça, c'est quand même une belle opportunité si vous avez l'occasion de vous y rendre. Oui, d'autant que c'est assez simple en train. Il faut le dire, hein. C'est accessible en train À et peu près, pas très cher. ou en bus. Voilà. Et c'est ouvert, c'est gratuit tous les jours de 11h à 19h. Et ça, c'est quand même très sympa. Pareil, vous avez la 19e édition de Rouen-sur-Mer du 3 juillet au 2 août sur les quais rive gauche. C'est là des vacances en bord de mer tous les jours sauf les lundis de 12h à 20h. Des activités en tout genre sont proposées, ludiques, sportives, culturelles. Vous pouvez retrouver toutes ces activités au jour le jour sur le site de la ville de Rouen.fr. C'est super et ça commence vendredi prochain. Et enfin, le festival Vibration, c'est un festival qu'on aime beaucoup, donc qui se tient du 22 août au 29 août au Jardin des Plantes à l'Orangerie et aux abords dans le jardin. Toujours une belle ambiance étendue, estivale, des concerts tous les jours dans différentes ambiances musicales. Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site du festival Vibration. Voilà, On va vibrer pour la fin avec une jazzwoman. Ah oui, on va vibrer intensément même, parce que Les Pieds dans la Lune, épisode 4, c'est fini. Grande coupure estivale, c'est encore fini. Ça finit souvent. Grande coupure estivale pour les vacances. On se retrouve à la rentrée le vendredi 25 septembre de 17h à 18h, toujours en direct, avec Elvire de Coq comme invitée. On parlera bande dessinée puisque le festival de la bande dessinée fêtera ses 30 ans de Darnétal, Normandie Bulle, j'y étais à la création. Enfin, si la direction nous renouvelle notre créneau dans sa grille de programmation, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer des messages de soutien par mail, réseaux sociaux, pigeons voyageurs, on ne sait jamais. Et en tout cas, profitez de l'été, lisez, dansez, écoutez de la musique, plantez des arbres et surtout, gardez la flamme, pas celle des abrutis qui mettent le feu aux forêts, mais celle de l'amour et de la joie.